messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Info. Tout de suite, le sommaire en images. La tuerie de Toulouse est dans tous les esprits. Réaction ce soir à la sortie d'une école Mansell. Le chantier de la LGB Bretagne-Pays de la Loire débutera cet été. 400 emplois sont recherchés. Manifestation des postiers dans les rues du Mans. Ce mardi matin, une partie des bureaux du Sud reste en grève tandis que le travail reprend dans le Nord-Sarthe. Et puis le Mans FC rate le coche et s'incline 1-0 face à Reims. Les Manceaux sont toujours relégables. Mon invité, Pascal Lelarge, préfet de la Sarthe, pour évoquer la situation préoccupante des réserves d'eau dans notre département. Des mesures de restriction sont à attendre. Vous nous direz quand dans quelques instants. Mais l'actualité, c'est tout d'abord le drame de Toulouse. Une minute de silence était proposée ce matin dans les écoles de France. À la sortie de l'école Courboulet au Mans, Karma Duquesne et Laure Girard sont allés sonder les parents d'élèves. Voici leurs sentiments. Je suis vraiment pour parce que c'est vraiment important qu'ils entendent parler de ce genre de situation et puis aussi qu'ils sachent que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment et qu'il arrive des drames un peu partout et qu'il faut quand même faire attention. Je pense que je vais en parler avec elle ce soir parce qu'elle va sûrement m'en parler. Il a regardé les actualités, donc il se pose des questions. Il demande si c'est un attentat, non, je pense pas, ça doit être un déséquilibré, je pense. Il m'a posé la question, papa, ça fait un peu comme dans les jeux vidéo, mais j'ai dit oui, mais sauf que là c'est la réalité, c'est pas du virtuel. Ça peut arriver n'importe où, comme on dit. Je sais que ça peut arriver, mais il faut pas penser à ça non plus tous les jours. Sinon on vit plus. Je lui ai dit qu'il fasse attention, mais il fallait pas que ça le traumatise, mais il fallait faire attention quand même. Alors monsieur Lelarge, est-ce que le plan Vigipirate a été renforcé en Sarthe ? En Sarthe, il y a d'une part évidemment un élan de solidarité, la communauté nationale solidaire, et puis une grande vigilance par rapport aux intérêts de la communauté israélite. Donc effectivement, il y a un renforcement, pas le plan Vigipirate renforcé au sens où il l'est dans le Midi-Pyrénées, puisque là on est vraiment dans une situation tout à fait de crise, tout à fait exceptionnelle. Enfin là, il y a un renforcement des moyens au niveau des forces de l'ordre pour s'assurer que bien, cette communauté, évidemment, ne sera pas inquiétée. Ça veut dire une surveillance accrue de la synagogue ? Oui, de la part de la police. Bien. Dans le reste de l'actualité, bonne nouvelle sur le front de l'emploi. Le groupe de BTP Eiffage recherche 400 postes dans le cadre du chantier de la ligne à grande vitesse entre Connerré et Rennes. Revue de détail. Ce sera le chantier majeur des 4 prochaines années. Environ la moitié des 214 km de ligne nouvelle entre Connerré et Rennes seront réalisés en Sarthe. Et pour cela, Eiffage a lancé aujourd'hui une première campagne de recrutement. Le constructeur recherche 240 conducteurs d'engins pour les terrassements, 160 coffreurs et leur aide pour les ouvrages d'art, comme les ponts et les viaducs. Un recrutement ouvert à tous, hommes, femmes, ayant ou pas de l'expérience. Il faut aimer travailler, ça c'est sûr. Il faut être prêt à aller dehors parce qu'un viaduc, ça se construit pas dans un hangar. Mais à ce moment-là, vous rejoignez le site de Pôle emploi pour voir comment il faut s'inscrire et ceux qui seront sélectionnés seront formés. On est en train de monter des actions de formation, donc avec les prérequis et les qualifications nécessaires pour essayer d'avoir des formations courtes de maximum 400 heures. Il y en aura des peut-être un peu plus longues, mais c'est vraiment maximum 400 heures pour qu'ils soient le plus vite opérationnels. Pôle emploi centralisera toutes les demandes. Sur son site internet, on y découvre déjà le détail des offres. Exemple de ce conducteur d'engin à 18 000 € par an. Mais attention, ces contrats sont limités à la durée du chantier, c'est-à-dire jusqu'à la fin 2016. Au sein du groupe, nous espérons bien pouvoir en conserver, soit dans nos filiales qui sont implantées de manière permanente en Sarthe, soit si les intéressés acceptent de se déplacer sur d'autres grands chantiers que nous pourrions avoir en France ou en Europe. Une cinquantaine d'emplois seront d'ailleurs réservés aux allocataires du RSA, le revenu de solidarité active. Alors, monsieur le préfet, avec nous pour évoquer la situation préoccupante des réserves en eau en Sarthe. Vous avez publié un communiqué de presse aujourd'hui. C'est vrai qu'on a pu tous le constater, il n'a quasiment pas plu dans notre département durant l'hiver et l'automne, excepté peut-être au mois de décembre. Quel est concrètement l'état des lieux de ces réserves en eau ? Bon, d'abord, l'année 2011, on connaît, plus chaud, moins d'eau. Bon. Donc on part déjà avec un déficit au niveau des nappes. Octobre à mars, donc il a moins plu que d'habitude, un tiers de moins. Donc les nappes ont été moins chargées, évidemment.
Donc on aborde dans de très mauvaises conditions, effectivement, le printemps 2012. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Vous allez prendre des mesures de restriction? D'abord, la première chose, c'est grande vigilance pour suivre la situation, notamment des nappes superficielles, des nappes profondes et des cours d'eau. On sait que les cours d'eau ont des comportements qui peuvent conduire assez rapidement à une dégradation et donc à une véritable... ce qu'on appelle le débit d'étiage, c'est-à-dire se retrouver avec beaucoup moins d'eau. Et donc là, il faudra faire des arbitrages. Bon, on n'en est pas là pour l'instant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gros consommateurs d'eau en Sarthe qui ont besoin de consommer de l'eau, les industriels, les grandes collectivités. Et puis, bien sûr, au moment du printemps, donc, les irrigants. D'accord, les agriculteurs. Et donc, c'est là que le travail de préparation doit se faire. On a déjà fait beaucoup en 2011. Au printemps 2011, on a revisité un petit peu les plans de consommation d'eau pour optimiser. Ça porte à la fois sur l'eau qu'on va consommer et pour les industriels sur l'eau qu'on va rejeter dans la rivière. Il faut à la fois évidemment consommer moins d'eau, en prendre moins, mais lorsqu'on en rejette, il faut faire très attention à la qualité de cette eau, puisque moins il y en a dans la rivière, et plus l'eau qu'on va rejeter évidemment va avoir en quelque sorte d'impact sur la qualité du milieu. L'an dernier, vous aviez pris des mesures de restriction fin avril, début mai. Vous imaginez que cette année, à cette date, vous allez également... prendre ce genre de décision? L'an dernier, on a pris certes des mesures de restriction, mais qui ont été modérées, notamment par rapport à des départements voisins qui ont été confrontés à une sécheresse beaucoup plus grave. Et puis heureusement, le mois de juillet a un peu rattrapé la situation. Mais l'essentiel du travail qui a été fait l'année dernière, c'est un travail qui a été fait sur les gros consommateurs d'eau. C'est pour ça que je parle de ces plans de consommation d'eau. Bon. Cette année, si la situation se présente effectivement de manière plutôt défavorable, donc ça veut dire que ce travail, il va falloir aller plus loin avec les gros consommateurs d'eau. Et puis, bien sûr, on fera un travail partenarial avec la profession agricole lorsque les questions d'irrigation se poseront, c'est-à-dire au mois de mai ou au mois de juin. On sait à chaque fois qu'ils sont évidemment très inquiets, notamment du côté des irrigants, parce qu'ils ont calculé évidemment leur production selon une capacité à irriguer, évidemment. C'est vrai. Alors la priorité cette année, on l'a vraiment affirmé comme ça, c'est de soutenir l'élevage. Il y a plusieurs types d'exploitation agricole. Lorsqu'il faudra faire des arbitrages, nous privilégierons effectivement l'élevage, à la fois évidemment la production de fourrage pour l'alimentation du bétail, mais également soutenir la production de céréales dans les exploitations qui ont besoin de cette production pour équilibrer leurs comptes en quelque sorte. Donc priorité à l'élevage parce que c'est une filière qui derrière elle tire toute une filière industrielle. Donc c'est vraiment cette priorité que nous impulsons à travers le nouvel arrêté cadre que j'ai pris donc, il y a quelques semaines en concertation avec la profession agricole. Y a-t-il un risque pour l'eau potable? A priori non. La Sarthe, a priori non, est un département privilégié. On n'est pas en Bretagne. En Bretagne, il n'y a pas de nappe profonde, c'est du granitique. Donc là, il y a des nappes en Sarthe. Et notamment, il y a des nappes très profondes. Donc il y a un vrai gisement. Qui sont réservées, elles, voilà. Il y a un gisement important d'eau très profond, mais qui est réservé pour l'eau potable et pour les générations à venir. Donc en Sarthe, on n'est pas dans la situation de départements littoraux qui ont peu de rivières et beaucoup de population l'été, donc une sorte de conflit sur la gestion de l'eau. On n'a pas cette situation de devoir arbitrer entre d'un côté l'industrie, de l'autre l'agriculture ou l'eau potable. On a effectivement des arbitrages à faire, je dirais, au niveau de la consommation générale, mais pas aux dépens des consommateurs. Voilà, on est plus épargné que d'autres départements. Autre sujet, monsieur le préfet, que vous suivez également, même s'il est parfois difficile de s'y retrouver dans le conflit qui paralyse la poste sartoise depuis quelques jours. En effet, dans le nord du département, le travail reprend lentement. En revanche, dans le sud, à Sablé et à Écomois notamment, la grève se poursuit. Et ce mardi matin, l'intersyndicale avait appelé un grand rassemblement au Mans. Karma Duquesne y était. Des postiers en colère dans les rues du Mans. Manifestement, les négociations d'hier entre les partenaires sociaux et la direction de la Poste n'ont pas abouti à la fin de la grogne. On a enfin obtenu le paiement des heures supplémentaires, qui n'est que le respect du Code du travail, et l'arrêt du travail supplémentaire à outrance avec l'engagement de la Poste d'embaucher suite aux arrêts de maladie trop longs et aux absences trop longues. On a d'autres rencontres de prévues, notamment sur la question de la pénibilité au travail, qui n'est pas réglée, et les conditions de travail, donc l'emploi. Quelques avancées qui ont permis la reprise du travail dans les bureaux de poste du nord de la Sarthe. Problème, le sud Sarthe n'est pas concerné par ces engagements. Les postiers de Sablé sont en grève depuis hier matin. Ils n'ont rien voulu débloquer, ils sont restés sur leur position depuis hier matin, ils ne veulent rien céder. Pour nous, ça continue encore, ouais. On va reprendre les négociations aujourd'hui, on espère avoir des avancées, sinon on va continuer demain et voir ce que ça va donner encore. C'est dans ce cadre que les syndicats FO, CGT, CFDT et Sud avaient appelé aujourd'hui au rassemblement.
Les avancées ne vont pas résoudre le fond du problème. Il y a un réel problème de fond à la Poste en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de personnel. À la Poste, on n'embauche plus. On embauchera très ponctuellement, très marginalement, quand il y aura vraiment, en gros, on embauche quand il y a le feu jusqu'au 4e étage, si vous voulez. De nouvelles négociations devraient avoir lieu dans les prochains jours. La direction de la Poste, de son côté, dénonce une grève menée par seulement 14% des postiers du département. Notez qu'il faudra entre 5 et 8 jours pour rattraper le retard du courrier. Monsieur Lelarge, il y avait également une grève chez les inspecteurs du permis de conduire qui réclament une revalorisation de leur salaire en début de carrière. Votre directeur de cabinet les a reçus ce matin pour leur dire quoi concrètement ? Moi, je représente l'employeur, puisqu'ils sont employés par l'État. Bon, c'est une grève nationale, vous l'avez dit. Donc on est à leur écoute, on a entendu le message qu'ils nous passaient, de manière à effectivement faire le lien avec l'administration centrale et donner un peu notre sentiment sur la situation. Voilà, donc c'est le rôle normal d'un employeur, en tout cas de son représentant, que d'être à l'écoute des personnels, notamment lorsqu'il y a ce type de mouvement. Autre sujet, celui de la déviation d'Arnage-Pont-Thibault, un dossier vieux de 20 ans qui revient au point mort. Le tribunal administratif de Nantes a en effet annulé la déclaration d'utilité publique de ce projet routier, notamment parce qu'elle s'appuie sur des mesures de trafic trop anciennes. Le tracé devait partir du rond-point de la Belle Étoile pour couper la forêt sur 3 km avant de rejoindre la route du Lude. Le secteur est déclaré en partie zone inondable. L'association d'opposants a donc eu gain de cause. L'État est condamné à lui verser 2 000 € pour frais de procédure. Une réaction, monsieur le préfet, sur ce Moi, je regrette sujet. que tout ce travail, effectivement, ait abouti à une annulation. Une déclaration d'utilité publique, c'est beaucoup de travail derrière. Bon, le maître d'ouvrage, c'est le Conseil général. Donc c'est important de savoir ce que le Conseil général entend faire. Est-ce qu'il souhaite aller plus loin? Est-ce qu'il souhaite relancer le dossier, réexaminer en quelque sorte le dossier pour reproposer à la procédure d'utilité publique un nouveau dossier? Bon, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon. Je ne peux pas m'empêcher de dire qu'on est un petit peu dans le syndrome not in my backyard, comme on dit. Pas dans mon jardin. Voilà, donc je crois que c'est un peu la difficulté aujourd'hui de ces ouvrages, de ces équipements, de pouvoir les réaliser en conciliant à la fois les impératifs qui sont tout à fait importants environnementaux, les intérêts des riverains, des particuliers, et puis bien sûr l'intérêt de ceux qui circulent, et notamment de la sécurité routière, puisque il ne faut pas oublier que ce type d'ouvrage a un impact sur la sécurité routière. Bien, merci beaucoup, monsieur Lelarge, d'être venu sur ce plateau pour évoquer l'ensemble de ces sujets. Du foot pour terminer avec la défaite des Manceaux face à Reims. C'était mardi soir, 1-0. Le résumé de Yannick Morfin sur un montage d'Amoun Chamsoudine. Je pense qu'on a été l'équipe qui a voulu quand même le plus aller gagner ce match-là et on s'est donné les moyens, les arguments. Hubert Fournier, l'entraîneur de Reims, n'a pas dû assister à la même rencontre que le public du MM Arena ce lundi soir. Car n'en déplaise aux techniciens rémois, son équipe a été plutôt fantomatique sur la pelouse, ou en tout cas pas digne d'un candidat potentiel à la Ligue 1. Les plus franches occasions, même rares, il faut bien le reconnaître, ont été à l'actif des Manceaux. Le gardien champenois est obligé de s'employer pour empêcher Belfort d'ouvrir la marque à la 24e minute de jeu. Macaïzé n'a lui en revanche pas trop de travail à fournir dans ses cages. Seule occasion rémoise de la première période, intervenant à la 34e minute, mais Timon s'en mêle les pinceaux. Et Reims peut s'estimer heureux et s'en sort bien. 72e minute, la défense rémoise ne parvient à dégager le ballon. Jaffui en profite et tente sa chance. Agassa est sauvé par son poteau. Mazou s'arrache mais ne trouve que le petit filet. Et pour les contradicteurs du Mans FC qui trouvent le jeu trop stéréotypé et prévisible avec de longs ballons vers l'avant, cette phase de jeu qui met à mal la défense rémoise prouve le contraire, même si la finition n'est pas au rendez-vous. Mais voilà, comme souvent dans de pareils cas, dominer n'est pas gagné et la prime va au mieux classé. Pereira centre pour Saadi, la tête trouve le poteau rentrant celui-là. Reims vient de signer le hold-up parfait grâce à ses deux remplaçants. Sur le point comptable, c'est décevant, c'est clair, mais on n'a pas à rougir de cette défaite parce que je pense que ce soir, Reims ne nous a pas montré qu'il nous était vraiment supérieur. Les Manceaux restent 18e au classement avec un match de retard. Direction Boulogne vendredi pour un premier match couperé.
Allez, on se quitte avec cette image des 2 médaillés d'or du concours départemental du meilleur apprenti coiffeur. Faustine Porteboeuf et Jimmy Bertin ont remporté le suffrage des jurés. Nous y reviendrons demain. Et puis notez également que le festival du film d'éducation fait escale au Mans du 21 au 23 mars. 3 jours de fiction et de documentaires sur le monde de l'éducation à voir dans plusieurs cinémas de la ville. Le programme est consultable sur internet festivalfilmeduc.cma-pd2l.org. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même lieu, même heure, pour une nouvelle session d'information. D'ici là, passez d'excellents moments sur notre antenne. Au revoir.